Monsieur le ministre, c'est un honneur de vous accueillir et de m'exprimer devant vous au nom de la Mutualité française de ses 500 groupements adhérents. Monsieur le ministre, les 2000 congressistes ici présents à Marseille sont des mutualistes engagés pour le bien-être physique, psychique, social, environnemental de celles et ceux que nous protégeons, que nous accompagnons. Mobilisés pour permettre à chacun, chacune de s'émanciper individuellement et collectivement sans craindre un aléa, un accident de la vie, un pépin de santé. Ce sont nos invités, nos partenaires, les représentants des associations de patients, d'assurés sociaux, de professionnels de santé, des représentants des partenaires sociaux, des parlementaires, des élus locaux. En somme, des femmes et des hommes qui échangent, réfléchissent, agissent ensemble pour la prévention, pour la santé, pour l'accès aux soins dans les territoires, pour l'accompagnement des plus vulnérables d'entre nous, pour repenser la protection sociale afin de répondre aux besoins sociaux, aux évolutions sociétales. Dans un monde en plein bouleversement, où les conflictualités s'accroissent au plan économique, social, environnemental, autant que géopolitique, la mutualité permet à des femmes et des hommes de pouvoir agir ensemble sur leur vie personnelle, familiale et professionnelle. À l'heure où certains préfèrent édifier des murs, prospérer sur les peurs, les replis, l'exclusion, nous, parce que mutualistes, nous privilégions d'emprunter des ponts qui relient, de capitaliser sur l'intelligence collective, d'encourager au dépassement indispensable pour faire émerger des consensus et ainsi faire société. C'est ce que je suis venu dire hier à l'occasion du Conseil national de la refondation pour essayer d'être utile dans ce moment singulier de notre pays. La mutualité, depuis 120 ans, fait mouvement, s'adapte en permanence au contexte, aux besoins. En tant qu'acteurs de la société engagée, nous avons toujours su, pu et voulu évoluer pour proposer, revendiquer, mais avant tout pour faire, réaliser, mettre en œuvre nos propositions de manière concrète. Par notre mode d'entreprendre participatif, notre gouvernance démocratique, notre volonté de concourir au commun de la société, la mutualité répond à la quête de sens exprimée au sein de notre société. La mutualité française fédère des mutuelles qui proposent des couvertures en santé, en prévoyance, en épargne retraite, en dépendance à 35 millions de personnes dans notre pays. Nous gérons, nous développons, nous innovons au travers 2800 services de soins et d'accompagnement mutualistes sur tout le territoire, participant ainsi à l'accès effectif aux soins, à la délivrance de biens médicaux. Plus de 100 000 personnes représentant des adhérents militent dans les territoires pour faire vivre l'aide, l'entraide et les solidarités mutualistes. 75 000 salariés du champ de l'assurance, des professionnels de santé s'engagent pour protéger, accompagner l'ensemble de nos adhérents. Ces femmes et ces hommes élus comme salariés donnent corps à la raison d'être du mouvement mutualiste. Se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Inscrivant notre action dans le temps long, nous aspirons à notre place, aux côtés de la puissance publique, à agir en même temps pour nos adhérents et pour l'intérêt général. Mais force est de constater que nous sommes de plus en plus corsetés, empêchés, taxés. La fiscalité qui pèse sur les complémentaires santé en France est bien plus lourde que dans bon nombre de pays européens et grève ainsi injustement le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mesurons que chaque année, ils acquittent 2 mois de cotisation pour payer ces taxes. Comment leur expliquer que les taxes sur les complémentaires santé représentent plus de 5 milliards, alors que dans le même temps, des multinationales pour le même chiffre d'affaires n'acquittent aucun impôt dans notre pays ? Ce d'autant plus que les actions menées par les mutuelles le sont à titre non lucratif. Le cadre prudentiel européen, Solvabilité 2,
sans nuance, pénalise les mutuelles qui investissent dans des crèches, dans des établissements pour personnes âgées dépendantes, dans des centres de santé, alors même que c'est utile pour les populations, que c'est pertinent, efficient pour limiter les restes à charge. Par ailleurs, l'actualité récente de ces derniers mois a montré, au regard des enjeux humains, économiques et sociaux, autant qu'éthiques, toute l'importance d'avoir une alternative à la prédation financière de certains opérateurs, du champ de la petite enfance jusqu'au grand âge, du sanitaire jusqu'au médico-social. Le carcan réglementaire stérilise l'innovation. Je vais prendre un exemple qui relève du périmètre de votre ministère, Monsieur le Ministre, pour l'illustrer au travers différents angles. La prévention. Pourquoi, alors que le virage préventif est unanimement souhaité, les investissements réalisés par des entreprises mutualistes en matière de prévention sont-ils comptabilisés en coûts de gestion, alors que ce sont avant tout des prestations en nature et en service ? Pourquoi une mutuelle qui décide d'investir dans l'intérêt de ses adhérents dans un dispositif de prévention secondaire pour éviter les risques cardiovasculaires se voit-elle taxer à hauteur de 35% cette prestation de services de prévention, 14% de taxes additionnelles et 20% de TVA, soit 6 fois plus qu'un hamburger qui aurait été à l'origine de ce risque ? La fiscalité ne devrait-elle pas être réinterrogée à l'aune de l'intérêt général, des enjeux de santé publique ? La crise sanitaire l'a montré. Si nous voulons réduire les inégalités en santé, nous devons aller vers les gens qui, spontanément, ne vont pas vers la vaccination, vers le dépistage, vers les dispositifs de promotion de la santé. Or, actuellement, la réglementation sur le champ du numérique en santé n'est pas adaptée. Elle nous prive de la capacité de faire du numérique un levier puissant de prévention et de réduction des inégalités. Alors que nous disposons des bases de données probablement les plus complètes au monde, avec les données de l'assurance maladie, avec les données des complémentaires santé, nous devrions être leaders en e-santé, en développement de services numériques en santé. Ces bases sont sous-exploitées. Or, en matière de numérique comme en matière de pandémie, les frontières n'ont que peu d'importance. À brider les capacités d'acteurs français, d'opérateurs européens, nous nous rendons dépendants des GAFAM aujourd'hui et demain peut-être des BATX. Nous nous félicitons des premières briques de mon espace de santé qui ont été développées. Pour transformer l'essai, il faudra lever les craintes légitimes qui existent auprès de certains assurés sociaux, de professionnels de santé, compte tenu des errements passés du DMP et également, ces derniers temps, de cyberattaques, de cybercriminalité sur les données de santé. Nous sommes prêts à y prendre notre part parce que nous sommes convaincus que le numérique peut être au service de l'humain. Nous promouvons un usage éthique, volontariste de l'intelligence artificielle en santé, des données de santé, pour une prévention plus personnalisée, pour orienter vers le bon soin au bon moment, pour éviter des pertes de chance. Les risques en santé mentale ont été accrus par la crise sanitaire. Les États généraux consacrés à la santé mentale en septembre 2021 l'ont utilement acté. Aussi, nous ne pouvons que regretter que pour lancer Mon Psy, qui tarde aujourd'hui à trouver son public, boudé par les professionnels au regard des conditions d'exercice qui leur ont été proposées, la puissance publique ne se soit pas appuyée sur le dispositif que nous avons lancé avec succès, avec l'ensemble des complémentaires et les professionnels de la santé mentale en mars 2021. Pour le seul champ de la mutualité, ce sont plus de 700 000 personnes qui ont pu bénéficier de ces dispositifs entre avril et décembre 2021.
Nous sommes prêts à faire plus et davantage en matière de prévention, à nous engager dans le virage préventif, à développer de nouvelles réponses en complémentarité de l'assurance maladie, de l'État, des collectivités territoriales. Nous sommes prêts à flécher une quote-part des cotisations des adhérents pour innover sur des dispositifs de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Mais pour libérer les initiatives, pour encourager l'innovation, nous avons besoin d'un cadre législatif et réglementaire stable, reposant sur la confiance dans les acteurs, ce qui n'exclut évidemment pas un feedback de notre part. Le cadre fiscal doit être incitatif et cohérent avec l'intérêt général. Par exemple, la recherche de l'amélioration de l'espérance de vie sans incapacité dans notre pays, bien trop basse, 63 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes. Sans oublier que l'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres est de 13 ans pour les hommes, 8 ans pour les femmes. Comme je l'ai dit au chef de l'État en juin dernier, si vous ne voulez pas qu'un éventuel relèvement d'âge de la retraite aboutisse principalement à transférer des dépenses sur la prévoyance, il est indispensable d'investir puissamment sur la prévention, sur la santé au travail, la promotion de la qualité de vie au travail, la prévention tout au long de la vie. Les mutuelles sont prêtes à s'y engager. Elles le font déjà beaucoup. On peut faire plus à l'aune des engagements mutuels dont j'ai esquissé le contour. Les complémentaires sont de plus en plus corsetés, privant ainsi le secteur d'une réelle capacité d'innovation. Or, c'est parce que nous avons, pendant des années, développé la téléconsultation, la télémédecine, bien trop longtemps, contre l'avis de l'assurance maladie, engoncée par une gestion trop comptable, que nous avons pu bénéficier de ces dispositifs dès le début de la crise sanitaire. C'est parce que les mutuelles ont développé pendant des années des réseaux conventionnés que le 100% santé a pu être déployé avec succès en audiologie, en optique, en dentaire. Ce dont nous nous félicitons, même si l'équilibre économique de la réforme n'est pas au rendez-vous. Ce qu'avait prédit mon prédécesseur Thierry Baudet. Mais ce dispositif est utile et juste parce qu'il permet d'éviter du renoncement aux soins. Nous le promouvons donc en tant qu'assureur mutualiste, en tant que gestionnaire d'établissements et de services de soins d'accompagnement mutualiste, au travers notre réseau Écoute et Voir, au travers nos centres dentaires mutualistes. Nous attendons donc de la puissance publique que, compte tenu du refus d'un certain nombre de professionnels de s'inscrire dans cette évolution, les assurés sociaux ne soient pas privés par un conseil dévoyé de la capacité de se soigner mieux à moindre coût. Sous couvert de réguler la solvabilisation de l'accès aux soins pour pallier le définancement de l'assurance maladie, réforme après réforme, le contenu des contrats responsables et solidaires est de plus en plus déterminé réglementairement. Or, le contrat responsable et solidaire sera d'autant plus responsable qu'il sera solidaire. Il nous semble que le critère du taux moyen de redistribution est bien plus efficient pour déterminer la pertinence de l'euro mutualisé par les cotisants que le seul coût de gestion. Tout ce qui relève de la facilitation de l'accès aux soins, de la simplification de la vie des professionnels de santé, de la régulation de l'offre et des coûts en santé devrait peut-être relever des prestations en nature et en service. La prévention, j'en ai parlé, les réseaux conventionnés, le tiers payant. Face aux déserts médicaux, aux 5 millions de nos concitoyens qui ne trouvent plus de médecins traitants, dont 620 000 porteurs d'une pathologie chronique pour qui la perte de chance est réelle. Face au dépassement d'honoraires, de nouveau en augmentation, montrant ainsi les limites de la réforme de l'Optam. Face à la crise d'attractivité des métiers, du soin et de l'accompagnement, à l'état du système de santé et de l'hôpital. Il nous semble qu'il est indispensable d'engager une réforme systémique profonde pour être capable d'endiguer l'écart qui se creuse entre les droits réels et les droits formels
pour répondre aux colères exprimées, aux inégalités sociales ressenties, au recul des services publics. Nous avons fait un certain nombre de propositions à l'occasion des dernières élections présidentielles, législatives, à l'occasion de la mission que vous avez menée sur la situation de l'hôpital et particulièrement des urgences. Nous continuerons de contribuer à tous les cadres de concertation ouverts par le chef de l'État, au travers du Conseil national de la refondation, sur les questions des inégalités, sur les questions des transitions écologiques, démographiques, numériques, sur la question de la démocratie, ainsi que dans les déclinaisons territoriales, partout où ces débats pourront avoir lieu. Nous sommes en effet convaincus de la nécessité de repenser le sens, l'essence même des protections sociales, par plus de citoyenneté sociale. La protection sociale ne peut se résumer à être seulement un guichet payeur. Elle doit renouer avec son ambition émancipatrice. Nous devons re-questionner l'articulation entre le socle socialisé de la sécurité sociale et les couvertures mutualisées en santé, en prévoyance, en dépendance, en épargne retraite. Certains de nos concitoyens sont inquiets quant à la robustesse de la sécurité sociale, à laquelle ils sont très attachés, compte tenu de l'importance des déficits sociaux. Beaucoup s'interrogent à savoir si le jour où eux-mêmes seront atteints par une pathologie, par une situation de dépendance, ou simplement seront en retraite, y aura-t-il suffisamment de cotisants, de recettes, pour qu'ils puissent à leur tour être protégés, accompagnés. Ils sont prêts à être solidaires de celles et ceux qui en ont besoin aujourd'hui, mais ont besoin d'être rassurés quant à la solidité, à la pérennité de notre modèle. Dans un système par répartition solidaire comme le nôtre, la confiance est un préalable indispensable. Aussi, nous aurons à nous accorder sur le niveau de recettes à allouer afin de répondre à la réalité des besoins en prévention, en soins, en accompagnement. Ce qui questionnera nécessairement la répartition entre cotisations sociales et fiscales, entre revenus et patrimoine comme assiette, et inexorablement questionnera le partage de la valeur entre capital et travail. C'est à ce prix que nous pourrons rendre durables nos protections sociales et restaurer la confiance. Cela est d'autant plus important que la transition écologique, indispensable pour la santé environnementale, induira, si l'on veut endiguer le réchauffement climatique, des évolutions profondes des modes de production et de consommation, ce qui pourrait avoir une incidence sur les flux de financement de la protection sociale solidaire. D'une certaine façon, c'est presque une approche stoïcienne qu'il nous semble nécessaire d'engager, si nous voulons réussir ce changement culturel profond, adapter le système au vieillissement de la population, aux besoins d'accompagnement croissant compte tenu de l'importance des pathologies chroniques, compte tenu de l'aspiration à plus de démocratie en santé. Pour réussir le développement d'équipes de soins traitants, l'instauration de compétences partagées, le recours plus accru au numérique en santé, au développement à la téléconsultation, à la télémédecine, à la télésurveillance, au déploiement d'une obligation collective de permanence de soins à l'échelle territoriale. Pour réussir l'ensemble de ces transformations, sans qu'elles soient perçues comme des renoncements, comme une gestion de la pénurie, mais bien comme une adaptation qualitative à la réalité des besoins, nous aurons besoin d'investir dans le système. Pour le dire autrement, d'accepter de dépenser plus pour dépenser mieux. C'est ce que nous attendons du prochain PLFSS, de la prochaine convention médicale. Elles doivent amorcer ces transformations. Nous attendons également du prochain PLFSS qu'un principe d'équité soit établi entre le secteur public, le secteur privé solidaire qui participe au service public de santé, afin que les dotations soient adaptées à proportion de l'évolution du point d'indice de la fonction publique pour ne pas aggraver la crise d'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement, que ce soit au domicile comme en établissement.
La prochaine convention médicale doit également être l'occasion de rebaser un certain nombre de tarifs, d'actes, de consultations qui aujourd'hui sont beaucoup trop décorrélés avec la réalité des pratiques observées. Plus largement, compte tenu de la sophistication de la nomenclature d'actes, il nous semble aujourd'hui nécessaire de revoir. Aujourd'hui, les assurés sociaux ne comprennent plus ce qui leur est facturé. La facturation embelise le temps des professionnels de santé. Cela coûte cher à l'assurance maladie et aux complémentaires. Nous avons tous besoin d'un choc de simplification en la matière. Beaucoup d'autres sujets mériteraient d'être développés devant vous, Monsieur le Ministre, mais le temps me contraint. Nous portons une idée ambitieuse de ces protections sociales durables pour faire face aux impacts économiques, sociaux, démocratiques, des transitions écologiques, démographiques, numériques, qui sont tout autant des risques que des opportunités. Nous défendons ainsi la nécessité d'étendre la prévoyance à tous les salariés, cadres et non cadres, aux agents des fonctions publiques, aux travailleurs non salariés, aux agriculteurs. En effet, le risque incapacité, invalidité, décès est trop peu suffisamment appréhendé. Or, leurs conséquences peuvent être dévastatrices pour les personnes ou leurs familles en cas de survenance de l'aléa. Je finirai par la dépendance, qui concerne directement ou indirectement toutes les familles, à minima qui les préoccupent. Nous avons salué la création d'une 5e branche de risque. Nous entendons tout à fait que la crise sanitaire ait retardé les discussions afin d'aboutir à déterminer les ressources à allouer pour financer à bonne hauteur les besoins dans la droite ligne du rapport de Dominique Libault. Désormais, il nous semble nécessaire d'engager ce chantier que nos concitoyens attendent depuis 3 quinquennats. Si les dépenses de santé sont les plus faibles d'Europe grâce à l'articulation entre les complémentaires santé et l'assurance maladie, le niveau de dépenses à la charge des familles en matière de dépendance, et notamment pour les dépendances les plus lourdes, est extrêmement élevé, pouvant aller jusqu'à 12 000 € par an et par personne. La mutualité française et France Assureurs portent une proposition en complémentarité d'une réponse que nous voulons porter par la sécurité sociale, pour réduire ce reste à charge d'au moins de moitié, par une cotisation mutualisée, par un système de répartition solidaire articulé à la complémentaire santé. L'avantage de ce système est qu'il est immédiatement utile, perceptible pour les familles. Nous espérons pouvoir en discuter rapidement avec vous, avec votre collègue Jean-Christophe Combe et l'ensemble du gouvernement. Vous le voyez, Monsieur le Ministre, la mutualité, les mutuelles qui la composent, les femmes et les hommes qui l'incarnent, portent des propositions, mettent en œuvre des réalisations. Nous avons à cœur de l'action concrète. Nous sommes engagés aux côtés de 64 organisations au sein du Pacte du pouvoir de vivre pour porter ensemble des propositions afin de retisser la cohésion sociale, de faire vivre la fraternité et la sororité républicaine, de permettre aux gens de retrouver du pouvoir d'agir. Nous sommes en effet convaincus que c'est en faisant que l'on comprend la complexité du monde, que l'on peut s'extraire des sphères de confort induites par les réseaux sociaux, que l'on peut aiguiser son libre arbitre, faire résonner son esprit critique. Je fais un rêve, Monsieur le Ministre, que dans 3 ans, à l'ouverture de notre prochain congrès, nous puissions nous féliciter de pouvoir avoir développé de nouvelles activités, d'avoir défriché de nouveaux périmètres, parce que les freins économiques, prudentiels, réglementaires, fiscaux, qui aujourd'hui brident et entravent l'action des mutuelles, auront été levés. Je fais le rêve que nous ayons pu apporter des réponses pour que plus personne dans une société du plein emploi ne renonce à entreprendre de peur d'un aléa pour lui ou pour sa famille.
Je fais le rêve que nous puissions contribuer tous ensemble à des jours plus heureux pour tous dans notre pays. Je fais le rêve de porter comme horizon commun d'atteindre une société plus juste, plus solidaire, plus humaine, une société apaisée. Viens avec moi. On va. Je vous l'apprends. Les gens sont debout pour vous applaudir. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Merci d'être avec nous. Et je vous laisse vous installer pour vous écouter. Monsieur le Président, cher Éric Chenu, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Vice-président de la région, Monsieur le Directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé, Mesdames et Messieurs, quel est le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos concitoyens? Le chirurgien René Le Riche avait apporté dans les années 30 un début de réponse avec sa célèbre formule qui définit la santé comme la vie dans le silence des organes. Bien sûr, la santé ne saurait se limiter à l'absence de maladie. Elle implique plus largement un état de bien-être physique, mental et social. Et je rejoins en ce sens les rêves d'Éric Chenu. Mais l'idée reste la même. La capacité de vivre pleinement leur vie est la plus précieuse des choses que nous puissions offrir, que nous devons offrir aux Françaises et aux Français. Et je crois très profondément que c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Au fond, c'est tout ce qui fait la vocation de ce congrès de la Mutualité française. Oui, je connais l'histoire très riche de votre mouvement qui trouve son origine dans les sociétés de secours mutuels. Pour moi, ce mouvement mutualiste, c'est avant tout des valeurs. Se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain, c'est cette raison d'être que la Mutualité française a choisi de se donner à l'ouverture de ce congrès il y a quelques jours. Je pense qu'elle représente parfaitement les valeurs que vous faites vivre collectivement ici, aujourd'hui. Ces valeurs de progrès social, de solidarité, mais aussi de dignité, sont autant d'engagements républicains qui constituent le ciment de notre modèle social. Je suis donc très heureux et honoré d'être avec vous pour ce 43e congrès de la Mutualité, pour cette tradition plus que centenaire qui a été, je le sais, riche en échanges et en travaux ces 3 derniers jours. Le Président de la République et la Première ministre m'ont confié la grande responsabilité de porter la parole gouvernementale devant vous aujourd'hui. Je tâcherai d'en tirer parti pour détailler l'ambition, les principes et la méthode qui seront les nôtres dans les mois qui viennent, le tout au service de la santé de nos concitoyens. Permettez-moi tout d'abord de replacer en quelques mots le moment historique dans lequel nous nous trouvons. Historique car il appelle une mobilisation de tous pour toujours mieux répondre aux besoins de santé de nos concitoyens et notamment les plus fragiles d'entre eux, pour prendre soin de tous les professionnels de santé. Et il ne s'agit pas seulement de mots. Nous nous trouvons véritablement à un tournant de notre histoire en matière de santé et de protection sociale. Après la crise que nous venons de traverser, nous devons nous rassembler. Et le mouvement mutualiste, bien sûr, compte parmi les acteurs les plus concernés. Oui, nos mutuelles sont des acteurs indissociables de l'histoire sociale de notre pays et elles contribuent à assurer une couverture en santé toujours plus exigeante de nos concitoyens. Mais plus encore, nos mutuelles ont été, de longue date, source d'idées,
de proposition et d'inspiration. En bref, elles ont toujours eu l'avenir en ligne de mire. Cette année, plus que jamais, cette projection de long terme qui est dans l'ADN du mouvement mutualiste est vitale. À l'heure où notre système de santé se trouve à la croisée des chemins, où il fait face à des difficultés immédiates, accentuées par le Covid-19, mais aussi où il est traversé par des doutes plus profonds, nous allons avoir besoin de toutes les forces disponibles. Alors oui, je tiens à le dire avec force, nous pouvons, nous devons être fiers de notre système de santé, à l'hôpital comme en ville, parce qu'il a répondu pendant des décennies à nos besoins, parce qu'il repose sur des professionnels engagés, qui ne comptent souvent pas leurs heures, et que nous avons voulu reconnaître avec le Ségur de la santé. De même, notre édifice de protection sociale est efficace. Oui, vous l'avez dit, si on compare le reste à charge moyen des ménages français à celui des autres ménages au-delà de nos frontières, le constat est clair, avec 202 € en moyenne par an, le reste à charge des Français est le plus faible de toute l'OCDE. Mais cela ne nous dispense pas de regarder la réalité en face. Et dans la bataille collective qui s'ouvre, je voudrais que nous nous rappelions collectivement quels sont les défis que notre système de santé rencontre. Ces défis sont d'abord des défis à court terme. Je pense avant tout aux inégalités d'accès à la santé, qu'elles soient sociales, liées à des situations de fragilité particulières, financières ou encore géographiques, notamment dans les déserts médicaux ou dans nos territoires d'outre-mer, auxquels je tiens à porter une attention particulière. Chacune et chacun doit pouvoir avoir accès à un médecin où qu'il réside ou qu'elle réside, quelle que soit sa situation. C'est tout spécialement le cas des plus âgés, des malades chroniques, des personnes handicapées ou des enfants les plus fragiles. Je pense aussi à la lassitude que ressentent beaucoup de professionnels de santé face aux difficultés qu'ils rencontrent pour exercer pleinement leur mission, notamment à l'hôpital. Nous devons redonner des perspectives à tous ces professionnels. Nous devons redonner du souffle à l'esprit d'équipe autour des patients et de leurs aidants. Je pense enfin à l'insuffisance de la prévention, alors même que les gains humains d'une politique ambitieuse en la matière seraient considérables. Un exemple, aujourd'hui le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires tuent chaque année et de manière prématurée des centaines de milliers de nos concitoyens. Pourtant, ces pathologies pourraient être en partie évitées par une meilleure prévention. Je pense aussi, bien sûr, à la vaccination contre le papillomavirus, qui, en Australie, a presque fait disparaître le cancer du col de l'utérus. Toute cette démarche commence très jeune, notamment par l'exercice d'une activité sportive. Pourtant, moins de 10% des Français de 15 ans respectent les recommandations de l'OMS en la matière. Je ferai du sport-santé un axe fort, majeur, de ma politique de prévention. Et ce ne sont que des exemples parmi d'autres. En somme, la France accuse un retard d'ensemble en matière de prévention, notamment si nous regardons ce qui se passe chez nos voisins européens. C'est bien simple, alors que le budget moyen consacré à la prévention équivaut à 3% des dépenses de santé dans l'Union européenne, cette proportion tombe à moins de 2% en France. En un mot, aujourd'hui, notre pays ne tient plus pleinement ses promesses en matière de santé et d'égalité d'accès. Mais au-delà des urgences, notre politique de santé fait aussi face à d'autres défis qui menacent son efficacité à plus long terme. Je profite de cette occasion pour insister sur ce point. Les réformes à venir ne se contenteront pas, loin de là, d'être une gestion de la pénurie. Nous allons, ensemble, préparer l'avenir. Nous adapter au vieillissement de la population, cette transition démographique, sera le premier de nos chevaux de bataille, notamment pour prendre en charge efficacement les maladies chroniques et la dépendance qui en résulte. On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux, disait Henri Matisse. Nous devons aussi voir plus large. À ce titre, la transition écologique va constituer un défi pour le système de santé. Il devra, comme l'ensemble de notre société et de notre économie, y prendre sa pleine part,
dans la droite ligne de la feuille de route fixée par la Première ministre d'une mobilisation générale de tous les secteurs et de tous les acteurs. Toutefois, c'est aussi une opportunité pour la santé et nos concitoyens qui dépend profondément de leur environnement. C'est tout l'enjeu du concept de One Health, de santé unique, que je défends. Santé végétale, santé animale, santé humaine ne sont qu'un. La mise en place, fort de l'expérience Covid, d'un comité pérenne de veille et d'anticipation des risques sanitaires permettra la mobilisation de toutes les expertises scientifiques pour nous guider sur ce chemin, anticiper, réduire l'impact des risques émergents sur la santé des Françaises et des Français et faire face aux crises que nous aurons, sans nul doute, encore à connaître. Enfin, la transition numérique doit également être déployée résolument pour tirer parti des opportunités qu'elle présente, comme celle que vous nous avez présentée tout à l'heure. Qu'il s'agisse par exemple de la télémédecine, de l'enrichissement du dossier patient au sein de Mon Espace Santé, au service de nos concitoyens, bien sûr, mais également au service et à l'aide de coopération entre les professionnels, ou encore pour simplifier les parcours de santé, l'exercice quotidien de nos soignants qui veulent soigner et pas passer des heures derrière un ordinateur ou derrière des papiers. Le mouvement est lancé, 1,2 million, c'est le nombre de téléconsultations qui ont été réalisées rien qu'en mars dernier. Il faudra bien sûr rester vigilant à ce que la qualité des soins, leur pertinence, les accompagnements soient au cœur de ce projet de télésanté. Mais réjouissons-nous de la dynamique enfin engagée. Nous voyons aussi cet été, suite à la prise des mesures de la mission Flash, un développement de la téléconsultation accompagnée par une infirmière dans le cadre de la réponse aux soins non programmés. Nous aurons à poursuivre dans cette voie et faire du numérique un outil pour l'accès aux soins, mais aussi pour redonner du temps de soins à nos professionnels. Bien sûr, les mutuelles sont conscientes de ces adaptations à venir, vous nous les avez présentées. Je sais qu'elles sont au cœur de la résolution générale que vous avez adoptée ce matin. En un mot, face aux défis immédiats que nous avons et face à ces évolutions plus profondes, nous allons devoir collectivement agir et prendre chacun notre part en conscience et en responsabilité. Pour cette raison, vous le savez sans doute, ce quinquennat qui s'ouvre sera celui d'une vaste réforme de notre politique de santé et de prévention. C'est tout l'enjeu du Conseil national de la refondation, comme l'a rappelé le président de la République hier, et de son volet santé, la concertation des parties prenantes en santé, que j'aurai la responsabilité de mener avec le concours de la ministre déléguée, Madame Agnès Firmin-Le Bodo, et qui sera lancée avant la fin du mois. Dans cette perspective, mon ambition de ministre de la Santé et de la Prévention, c'est de faire évoluer notre système de santé vers une approche pleinement centrée sur les besoins de nos concitoyens, une approche éthique, une approche du sens et des solutions. Je m'investirai pleinement, mais je ne m'investirai pas seul. J'aurai besoin de tous. Tous, c'est aussi l'ensemble des établissements et des services portés par le mouvement mutualiste. Votre président, Éric Chenu, était d'ailleurs parmi nous hier pour le lancement du CNR. Je salue son engagement et je reconnais là le signe de votre mobilisation à tous. Alors, puisque cet effort de concertation va tout particulièrement nous mobiliser, je souhaiterais vous dire en quelques mots la démarche qui va être la nôtre et qui sera lancée maintenant très rapidement. Elle repose sur 4 ambitions structurantes. Les inégalités, qu'elles soient géographiques, sociales ou financières, ne sont pas acceptables. De nouvelles solutions doivent aujourd'hui être apportées aux Français et chacun a la responsabilité et même le devoir de dépasser ses postures et de prendre sa part à cette mission fondamentale qu'est la réponse aux besoins de santé de tous. Dans ce cadre, l'intensification de la lutte contre les déserts médicaux comptera parmi mes priorités et les objectifs clairs de la conférence des parties prenantes. De la même façon, nous devons nous investir davantage pour aller vers les Français qui sont aujourd'hui les plus éloignés du système de santé. Le Covid nous a redit à tous cet impératif. Il s'agit ici d'une responsabilité démocratique, tant nos concitoyens attendent aujourd'hui des réponses concrètes pour consolider notre modèle.
Notre seconde ambition consistera à donner aux professionnels du système de santé tous les outils pour répondre aux besoins de santé de la population. Cela doit passer par une meilleure qualité de vie au travail, un exercice plus coordonné des soins, une autonomie renforcée pour tous les professionnels, des organisations et des prises de décision plus proches des soignants et toutes les voies d'amélioration possibles, y compris des réflexions sur les formations. Notre troisième ambition sera de donner place à la prévention dans le quotidien des Français et d'atteindre une génération 1 de la prévention en santé dès 2025. À travers ce programme, il s'agira de lutter contre les déterminants de santé auxquels nous ne pouvons plus nous résoudre, de rattraper nos retards et d'investir dans toutes les composantes de la vie. La santé ne doit plus être vue négativement comme un risque. Faisons le pari d'une culture positive autour de la santé, et c'est dès le plus jeune âge. Enfin, notre quatrième, probablement pas la dernière, ambition et non des moindres, sera de rénover notre démocratie en santé en associant plus étroitement l'ensemble des acteurs. Je pense bien entendu aux Français eux-mêmes, aux professionnels, aux élus, aux associations dont je connais l'engagement et l'envie d'être acteurs de santé. Construire un système de santé plus proche des territoires et des citoyens est le cap que nous nous fixons. Puisque notre démocratie sociale repose de longue date sur le mouvement mutualiste, je ne doute pas que vous aurez beaucoup à y apporter. Voilà pour les objectifs qui seront les nôtres. Je sais que vous les partagez, car pour beaucoup, ils se retrouvent au cœur de la résolution générale que vous avez adoptée ce matin. Je m'en félicite. Notre cap étant fixé et partagé, nous aurons à désormais élaborer ensemble le comment. Je souhaiterais donc maintenant vous dire un mot de la méthode que nous souhaitons adopter. Elle va reposer, bien sûr, sur une approche d'abord concertée. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela. Car un congrès comme celui qui vous rejoignit aujourd'hui, c'est avant tout un lieu de débat, un lieu où se forgent les idées, où s'élaborent des pistes d'action. Je dis aussi que la concertation ne doit pas être un frein à l'accélération de la mise en œuvre des solutions quand elles s'imposent de façon urgente. Pensons par exemple à l'accès aux soins non programmés. Partout sur le territoire, nos concitoyens doivent savoir à qui s'adresser. C'est dans cet esprit de responsabilité que je souhaite que nous menions nos travaux. Notre approche sera aussi pragmatique et différenciée. Pragmatique, parce que nous chercherons autant que possible à simplifier tout ce qui peut l'être, notamment le parcours de soins des patients. Différencié aussi parce que nous allons, et j'y tiens beaucoup, faire confiance au terrain. Oui, nos territoires regorgent d'idées et nous allons soutenir celles qui fonctionnent. J'ai l'habitude de dire que si les problèmes sont sur le terrain, les solutions s'y trouvent également. Enfin, un dernier mot sur la méthode. Pour s'assurer que nous respectons nos valeurs, nous aurons à cœur de fixer des lignes rouges en matière d'éthique, lignes que nous ne franchirons pas. Nous serons notamment attentifs à mener une réflexion sur l'usage des données de santé. Cet usage est à la fois un formidable tremplin en matière de soins et de prévention, et à la fois une pratique qui doit être soigneusement encadrée pour qu'elle soit exercée dans le respect plein et entier du choix du patient. En bref, cette concertation aura vocation à constituer un cadre de travail dans la durée et dans la confiance, avec toutes les parties prenantes. Un cadre aussi de responsabilité dans lequel chacun aura des droits, mais aussi des devoirs. Notre mot d'ordre sera autant de répondre aux urgences de notre système de santé que de le préparer pour l'avenir. Dans cette dynamique de fond, les mutuelles seront bien sûr en première ligne. Je terminerai par là. Ce congrès qui nous réunit est aussi l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru, ensemble, depuis sa dernière édition en 2018. Ces 4 dernières années ont été des années de défis pour le système de santé, mais aussi des années de progrès pour ce dernier. Les mutuelles, aux côtés de l'État, y ont pris toute leur part. Je tiens à ce titre à saluer les avancées récentes, menées de concert, et qui constituent autant d'améliorations de la couverture santé des Français. Je pense notamment à la généralisation de la couverture collective en entreprise depuis l'accord national interprofessionnel de 2013.
Cette avancée sera prochainement étendue à la fonction publique, comme le prévoit l'accord signé en début d'année entre l'État et les organisations syndicales. Je pense surtout au succès du 100% santé, projet que nous avons mené en concertation avec les organismes complémentaires et les professionnels de santé concernés. Hier, les soins dentaires, optiques ou encore les prothèses auditives étaient trop souvent réservés à ceux de nos concitoyens qui en avaient les moyens. C'est désormais de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, une paire de lunettes à sa vue, une dentition saine, une aide auditive sont à la portée de toutes les Françaises et tous les Français. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 10 millions de nos concitoyens ont déjà bénéficié d'un équipement sans reste à charge depuis que le 100% santé a été lancé. C'est le gage d'un accès renforcé aux soins essentiels. C'est une des grandes réussites collectives du précédent quinquennat qui en augure beaucoup d'autres. C'est aussi le résultat d'un engagement fort de votre part. Je tiens vraiment à le saluer. Enfin, parmi nos autres accomplissements récents, nous pouvons également compter sur la montée en charge de la complémentaire santé solidaire, la C2S, créée en 2019 pour mieux couvrir les plus modestes de nos concitoyens. Alors, dans les mois et les années qui viennent, nous devrons continuer sur cette lancée. Oui, le congrès qui s'achève aujourd'hui est aussi l'occasion de se tourner vers l'avenir, vers les combats qui nous attendent pour continuer d'améliorer la couverture en santé de nos concitoyens. Nous pouvons, nous devons aller encore plus loin. Par exemple, les progrès réalisés. 2,5 millions de Français restent sans complémentaire santé, parmi lesquels trop de personnes fragiles ou précaires, malgré tout ce que nous avons fait aujourd'hui. De même, nous savons que nous ne sommes pas au bout de la simplification et de la mobilisation, par exemple, du tiers payant intégral. Surtout, une réussite n'a de sens que si l'on capitalise dessus. C'est notamment le cas du 100% santé, sur lequel nous avons à poursuivre des efforts. Ce sera un atout pour continuer à intensifier notre lutte contre les inégalités financières d'accès à la santé. Plus largement, lors de ce quinquennat qui s'ouvre, tous les acteurs vont devoir s'unir, continuer à s'unir, faire des efforts en commun et en équité pour soutenir l'investissement dans la santé de nos concitoyens. Je sais, et votre président me l'a rappelé il y a quelques jours, que vous souhaitez que nous discutions et travaillions ensemble quant à la place et au rôle des organismes complémentaires pour renforcer vos leviers d'action au service de vos assurés. Il nous faudra rapidement, ensemble, avec les représentants des 3 familles complémentaires, convenir de cet agenda et de cette méthode pour faire évoluer sans tabou notre système de santé, pour donner corps à ce nouvel élan de la prévention, pour préparer l'avenir de nos organisations et pour assurer la soutenabilité financière comme environnementale de notre système de santé. Nos citoyens attendent de nous que nous soyons au rendez-vous de nos responsabilités et de leurs attentes. Je me réjouis aujourd'hui de travailler avec toutes les personnes passionnées, engagées qui se trouvent devant moi. Oui, les défis nous attendent, ils sont immenses, mais les opportunités pour faire plus, pour faire mieux pour nos concitoyens le sont aussi. Ensemble, je suis convaincu que nous saurons améliorer notre politique de santé et de protection sociale au service des Françaises et des Français. Je vous remercie.